Bienvenue dans l'histoire passionnante du peuple juif. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un procès qui a bouleversé la Russie tsariste et attiré l'attention du monde entier. C'est le procès de Menachem Mendel Bielis, accusé à tort évidemment d'un crime rituel. En mars 1911, le corps d'un adolescent chrétien, Andrei Yuchynski, de 13 ans, est retrouvé dans une grotte près d'une briqueterie de Kiev, à ce moment-là dans l'Empire tsariste. Il a été assassiné de manière atroce, plus de 40 coups de couteau. La rumeur enfle aussitôt. Il s'agirait d'un crime rituel juif. Une accusation vieille de plusieurs siècles, démentie par toutes les autorités religieuses, mais qui sert à enflammer la haine populaire. Très vite, pourtant, la police sait que ce meurtre n'a rien de rituel. Les pistes mènent vers une bande criminelle locale dirigée par une certaine Vera Tcheberiak, une femme du milieu impliquée dans des vols et des trafics. Andrei, qui jouait avec son fils, avait surpris des conversations compromettantes. Pour l'empêcher de parler, ils l'ont tué. Mais la justice tsariste a besoin d'un coupable, et si possible, d'un coupable juif. Le choix est vite fait, puisqu'il y a un seul juif à Kiev. C'est une ville qui est interdite aux juifs à cette époque. Menachem Mendel Bielis, il avait une dérogation pour diriger la briqueterie, qui était justement toute proche. Coïncidence? Je ne crois pas. En juillet 1911, il est arrêté. Pendant 2 ans, il reste enfermé dans des conditions terribles, tandis que dans la presse antisémite, on martèle l'idée d'un meurtre rituel. En septembre 1913, le procès s'ouvre à Kiev. Le monde entier suit l'affaire. La presse internationale parle du Dreyfus russe. L'accusation veut prouver enfin que le judaïsme lui-même incite à verser du sang chrétien. La défense mobilise les professeurs, des rabbins, des intellectuels pour évidemment démonter cette fable et ce mensonge. Il y a 2 moments clés dans le procès. Le premier survient avec le témoignage d'un allumeur de réverbères dans le quartier. C'est un homme simple, peu instruit. L'accusation l'avait présenté comme un témoin clé. Il aurait vu Bielis entraîner le jeune Andrei vers la briqueterie. Ce témoignage est crucial pour accabler Bielis. Mais au procès, face aux questions pressantes, il finit par s'effondrer. Il avoue qu'il n'a jamais rien vu, qu'on lui a mis ses mots dans la bouche, qu'il a été manipulé et menacé pour témoigner contre un juif. D'ailleurs, dans son livre de souvenirs, Bielis raconte le soulagement immense qu'il a ressenti en entendant cet aveu. C'était comme si le rideau du mensonge s'était enfin levé. L'accusation reposait sur du vent. Le deuxième moment clé, c'est lorsque les procureurs ils veulent prouver que le judaïsme incite réellement à verser du sang chrétien. Et pour cela, ils ont besoin d'un expert. Attention, qui est l'expert de l'époque? C'est ici qu'entre en scène le prêtre Justin Bonaventure Pranatis, à qui on consacrera un épisode du podcast. C'est un prêtre catholique d'origine lituanienne, professeur de théologie. Il s'est fait connaître justement en publiant un ouvrage intitulé « Le Talmud démasqué ». C'est une compilation biaisée de faux passages talmudiques inventés, destinés à prouver que les juifs méprisent et haïssent les chrétiens. Ces fausses citations font des dégâts encore aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Autant dire qu'il arrive au procès déjà auréolé d'une réputation d'antisémite notoire. Les procureurs l'appellent donc comme un expert sur le Talmud. Donc Pranatis entre à la barre, sûr de lui. On attend de lui qu'il démontre, enfin, texte à l'appui, que le judaïsme permet ou même exige de faire couler du sang chrétien. Mais là, surprise, les avocats de la défense connaissent parfaitement le Talmud. Ils commencent à l'interroger. « Monsieur Pranatis, pouvez-vous nous expliquer ce que signifie le mot « choulin » ?»« Ah, je ne sais pas. »« Que signifie le mot « hérouvine » alors ?»« Je ne sais pas. »« Que signifie le mot « yevamot » ?»« Je ne sais pas. » Tout ça, ce sont des noms de traités du Talmud. Même le nom du traité, il ne les connaît pas. Et là vient le plus croustillant. Ils vont poser une question qui n'a pas de sens. Ils lui demandent « Et d'ailleurs, quand vivait Baba Batra et qu'a-t-elle fait ?» Baba Batra, c'est aussi le nom d'un traité du Talmud. « Quand vivait Baba Batra et qu'a-t-elle fait ?» Je ne sais pas. Il ne sait même pas reconnaître que la question n'a pas de sens. Pranatis, il bafouille, il transpire, il se perd.
Lui, l'expert, soi-disant, du Talmud, est incapable d'expliquer les notions les plus élémentaires connues de tout étudiant de yeshiva. Le tribunal, qui espérait une démonstration savante, éclate de rire. L'intervention tourne au ridicule. Un journaliste du New York Times rapporte même qu'il a été publiquement humilié et qu'à partir de ce moment, le sérieux de l'accusation s'est effondré. En parallèle, plusieurs témoins décrivent le comportement suspect de cette Vera Tcheberiak et de sa bande. Son fils jouait bien avec Andrei. Des voisins rapportent ses menaces contre ceux qui voulaient parler. Mais malgré toutes ces preuves, l'accusation s'acharne à détourner le regard, préférant faire de Bielis le symbole d'un complot sanguinaire. Le 18 octobre 1913, après 34 jours de procès, le jury acquitte enfin Menachem Mendel Bielis. C'est une victoire pour la vérité, c'est un désaveu pour l'antisémitisme d'État. Mais le verdict reste ambigu. Les jurés affirment que le meurtre a été commis par des individus juifs non identifiés. Une façon de ne pas désavouer totalement la thèse du crime rituel. Après sa libération, Menachem Mendel Bielis écrit ses mémoires, je vous invite à lire son livre. Il y raconte en détail son emprisonnement, son procès, son combat et le symbole qu'il devient pour les Juifs du monde entier à cette époque-là. Il meurt en 1934 à New York. L'affaire Bielis est restée dans l'histoire comme le dernier grand procès de sang en Europe. Il nous rappelle jusqu'où peut aller la haine antisémite, mais aussi qu'un procès, même truqué, peut s'écrouler à cause d'une simple vérité dite par un témoin ordinaire. Un allumeur de réverbère qui se rétracte, et un homme innocent qui retrouve sa liberté. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode, et on se retrouve pour un prochain épisode. Bonne journée.